pour cette troisième édition, on se penche sur les musiques électroniques et la culture DJ, entre exotisation, fétichisation, quels sont les rapports de domination au sein de la culture DJ et dans la création, enfin au sein des musiques électroniques plus largement, dans les processus de création, sampling, tous les processus techniques aussi qui peuvent participer à la création de ces musiques. Voilà, donc pour ce troisième talk, on a invité d'abord le duo Assidusa, Nisrine et Alem, que je vais laisser se présenter, mais que donc on a voulu inviter parce que dans leur travail musical, dans leur approche de leur projet artistique, il y a vraiment cette question de l'hybridation des genres qui s'est posée dès le début, qui est au cœur même de votre projet artistique. Et du coup, aborder cette question des rapports d'hybridation et donc potentiellement de domination parfois dans la création musicale, je trouvais que c'était super intéressant d'en discuter avec vous. Mais je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Nesrine, je fais partie du duo Assidusa, formerly known as Disco Makrout. Donc notre projet musical a démarré en avril 2022 et il a évolué à travers le temps et aujourd'hui on s'appelle Assidusa et je laisse ma partenaire Ahlem se présenter. Hello, donc moi c'est Alem. Effectivement maintenant on s'appelle Assidusa et en fait c'est Medusa on Acid. Parce qu'il y avait toute la question, en fait on est algérienne, donc on voulait continuer à mettre en avant ce côté algérien, africain et méditerranéen, mais de façon un peu plus subtile, et l'acide c'est quand même l'un des styles qu'on utilise le plus, donc voilà. Merci. Et Samuel Lamontagne, qui nous arrive tout droit des États-Unis, chercheur en ethnomusicologie et en Black Studies. Et on t'a invité avec Guillaume, notamment pour la partie aussi historique des musiques électroniques, pour pouvoir aller aussi regarder, ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, ce qui nous intéresse, mais comment ça s'est inscrit dans l'histoire des musiques électroniques, ces rapports de domination potentiellement, à la fois dans un prisme de communauté, mais aussi un prisme de race, un prisme de classe, et pouvoir justement faire le parallèle entre ce qui s'est passé dans la création de ce courant musical-là et ce qui se passe sur les scènes actuellement. Du coup, je te laisse aussi te présenter un peu plus. Bonjour à tous. Samuel, chercheur du coup à UCLA à Los Angeles. J'étais pas prêt en fait. Mais... T'inquiète, on va commencer. Mais ouais, je suis chercheur du coup. Ma thèse c'est sur le hip-hop de Los Angeles, mais mes recherches c'est vraiment essayer de comprendre les musiques noires, pas seulement aux États-Unis, mais dans la diaspora de manière générale, et d'essayer de les comprendre en lien les unes aux autres, au-delà de leur catégorisation en fait. Je peux dire ça. Et après, en dehors de la recherche, à Los Angeles, je dirige aussi 2 labels avec des collaborateurs. On travaille avec le groupe de jazz qui s'appelle le Pan African People's Orchestra. C'est un groupe de jazz à Los Angeles qui, du coup, Pan African People's Orchestra, qui est tourné vers la diaspora. Voilà, je m'arrêterai là. Ok, peut-être pour débuter, pour que vous compreniez mieux aussi les approches de chacune des personnes qui sont là, on vous a demandé de un peu pitcher aussi votre rapport à cette question pour avoir le temps de développer un petit peu. Donc, je sais pas si on commence. Samuel, tu veux commencer ? Ouais, allez. Du coup, ouais, j'ai fait une présentation assez formelle. Aussi, j'ai plus trop l'habitude de parler en français, juste pour que vous soyez au courant. Mais du coup, si on prend la house de Chicago comme point de départ, on a au moins 45 ans d'histoire de musique électronique. Mais il y a tellement de sous-genres, de sous-histoires, de scènes locales, d'influences oubliées, qu'on peut vite s'y perdre.
Et en 45 ans d'histoire, il y a aussi eu différentes manières de raconter l'histoire des musiques électroniques, avec des récits dominants qui, selon les périodes, ont façonné nos manières de comprendre et d'entendre ces musiques. Pendant longtemps, le récit dominant plaçait le focus sur l'Europe, avec l'histoire des raves, des free parties en Angleterre, la techno de Berlin, Ibiza, etc. Mais depuis 2020, il y a un shift dans ce récit dominant des musiques électroniques qui replace le focus sur les États-Unis et sur les communautés noires et queer qui en sont à l'origine. Un exemple de ce shift-là, c'est en 2020, le magazine DJ Mag publie un numéro avec en cover « Dance Music is Black Music, a special issue on fighting racism in the electronic music industry ». Mais du coup, ce shift de récit historique dominant, il n'arrive pas de nulle part, il arrive en 2020, dans un contexte particulier, celui du mouvement social Movement for Black Lives aux États-Unis, qui demande des transformations sociales en lien à une justice raciale. Et du coup, on pourrait se dire que l'industrie de la musique prend ses responsabilités et prend parti pour soutenir les communautés noires et reconnaître la contribution des communautés noires à la création des musiques électroniques. Mais en réalité, ce shift de récit historique dominant, en mettant le focus sur les communautés noires et queer, il vient avant tout servir les intérêts de l'industrie de la musique, qui se sert de ce récit-là pour servir ses propres intérêts, pour se présenter comme progressiste et se donner une bonne image. Mais comme tout récit historique, ce shift, il est incomplet, il simplifie largement les origines sociales et historiques de la house en particulier, et vient fétichiser la dimension noire et queer des origines de la house, encore une fois dans ses propres intérêts. Et il y a tout un contexte social et culturel plus large aux États-Unis qui fait que ce shift, il ne concerne pas seulement l'institution de l'industrie de la musique, mais un ensemble d'institutions américaines qui, dans un moment de forte demande de transformation sociale, vont fournir en fait une réponse qui est néolibérale, donc sur un plan discursif, rhétorique, mais sans vraiment de changement institutionnel ou structurel de la société pour maintenir le statu quo en fait, du blabla en fait. Mais du coup, on pourra parler de la dimension de fétichisation des origines noires et queer des musiques électroniques et comment en fait ça vient masquer dans quoi les musiques électroniques sont ancrées aujourd'hui, les contextes contemporains des musiques électroniques. En particulier, c'est toujours ironique le fait que les musiques électroniques sont une industrie aujourd'hui, sont institutionnalisées et se revendiquer d'une histoire minoritaire alors que c'est une industrie qui est principalement blanche, que ce soit le public ou les gens qui la dirigent. Mais dans le temps que j'ai, je vais juste essayer de donner de la nuance, apporter du contexte, pour qu'après on puisse en parler dans la conversation. Mais du coup, je vais commencer avec la house de Chicago. Et le récit dominant de la house, en général, il centre Frankie Knuckles comme le fondateur de la house, donc un DJ, le DJ au club Le Warehouse à Chicago, un club principalement noir, gay, latino. Mais il y a une autre figure importante de la house qui reçoit moins d'attention, du coup c'est Ron Hardy, et qui est tout aussi important, mais il reçoit moins d'attention. Et c'est un DJ du South Side de Chicago, un DJ gay noir aussi. Et du coup il a été très influent, il a beaucoup influencé les pionniers de l'acid house comme Future ou DJ Spanky, DJ Pierre. Mais en fait son histoire elle est intéressante parce qu'elle est complexe. Quand il a commencé à mixer, il mixait dans un club à Chicago, le Den One, qui était un club gay, mais qui était un club gay blanc qui était ouvert à une clientèle noire. Donc en fait, c'était un club c'était un club blanc en fait, principalement. Et ensuite, il est parti vivre à Los Angeles pendant quelques années, où il mixait dans un club gay noir qui s'appelle le Catch One, qui est un club qui est pas très loin de chez moi d'ailleurs, à Los Angeles, pour ensuite revenir à Chicago et mixer au Music Box, qui en fait est un club à Chicago, qui était un club assez mixte, avec des queers, mais aussi beaucoup d'hétéros. Et du coup, l'histoire de Ron Hardy, elle est intéressante parce qu'elle vient montrer la diversité sociale des lieux dont émerge la house, que du coup, le récit dominant aujourd'hui que l'industrie de la musique vient nous donner homogénéise ou simplifie, aplatit. Et il y a aussi le fait qu'il y a Los Angeles, le fait qu'il soit parti à Los Angeles, du coup, ça vient
complexifier le fait qu'on situe toujours la house comme une histoire de Chicago, alors que le fait que Ron Hardy ait vécu plusieurs années à Los Angeles, ça joue aussi un rôle dans l'émergence de la house. Mais quand on parle des origines de la house, on peut toujours remonter plus loin avec les origines. Et une des influences principales de la house, c'est le disco. Et le disco, c'est une musique qui vient de la côte est des États-Unis, en particulier Philadelphie, New York, qui émerge dans des clubs gays comme le Loft de David Mancuso ou le Paradise Garage où Larry Levan mixait. Donc le promoteur de Chicago qui a créé le Warehouse à Chicago, enfin il est de New York mais il était à Chicago, Robert Williams, il a créé le Warehouse en voulant recréer l'ambiance de ces clubs gays disco de New York à Chicago. Et il a voulu embaucher Larry Levan, mais Larry était déjà résident au Paradise Garage, donc il a refusé, mais il a recommandé Frankie Knuckles. Et c'est pour ça que Frankie est parti à Chicago. Et du coup, il y a trois choses que je veux souligner. La première chose, c'est donc l'influence du disco sur la house et les musiques électroniques. Deuxième chose, c'est que Frankie Knuckles, il n'est pas de Chicago, il est de New York. En particulier, il est du South Bronx. C'est aussi le quartier de naissance du hip-hop. Donc c'est aussi un élément de contexte qui est important pour comprendre la complexité des différentes influences et comment les différentes musiques afro-américaines s'influencent les unes les autres. Et la troisième chose, c'est que du coup, le disco et Frankie Knuckles viennent de New York. Et quand on parle de New York, c'est une ville, en fait, New York, qui est un épicentre culturel caribéen. Et du coup, selon les différentes périodes, les différentes époques, il y a des musiques caribéennes qui ont été très populaires à New York, comme la rumba, le mambo, le calypso, le cha-cha-cha, et qui en fait ont été très influentes sur les musiques afro-américaines, dont le disco. Now the ship don't carry me free. I'll walk with Miss Simpson across the sea. It's love, love alone, casting Edward to Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Every time I see that woman, every time I see that girl, oh my woman, oh my girl, oh my woman, oh my girl. Que ce soit au niveau rythmique, au niveau des instrumentations, etc. Et c'est pas la seule influence caribéenne sur le disco. Il y a aussi toute la culture des sound systems, en particulier jamaïcains, à New York. Et il y a une autre influence aussi, c'est l'influence des edits, donc des artistes par exemple dub, comme Lee Scratch Perry ou King Tubby, qui est liée à la culture des edits dans le disco et plus tard du coup dans la house et les musiques électroniques. Parler de l'influence des musiques caribéennes, c'est important parce que la manière dont on raconte en général les musiques électroniques, c'est souvent limité à l'espace national des États-Unis et associé de manière réduite aux Afro-Américains, alors qu'en fait, ce sont des cultures musicales qui émergent dans un espace transnational qui est celui de la diaspora africaine, avec beaucoup d'échanges entre les États-Unis, les Caraïbes, les Afro-Américains et les Afro-Caribéens. Et ce contexte diasporique, il est aussi important pour comprendre pas seulement l'histoire des musiques électroniques, mais aussi le présent de l'histoire des musiques électroniques. Je pense par exemple à une musique comme l'Amapiano, donc une musique électronique sud-africaine qui est en plein boom aujourd'hui sur la scène internationale, mais qui existe en Afrique du Sud depuis les années 2010, mais qui est une évolution du Kwaito d'Afrique du Sud, qui est une musique électronique d'Afrique du Sud, influencée par la house dans les années 90. Et du coup, en fait, on ne peut pas comprendre l'Amapiano
comme une musique électronique qui émerge dans les dernières années. En fait, on doit la comprendre comme une musique qui est ancrée dans un héritage diasporique bien plus ancien. Et on pourrait dire la même chose pour des musiques comme le chata de Martinique ou le bouillon guada de Guadeloupe, ou si on veut remonter plus loin, le soukous ou le zouk même. Et cette contextualisation du coup diasporique, elle est aussi importante en contexte francophone, qu'on parle des anciennes colonies françaises ou de la France métropolitaine, et Paris en particulier, où il y a une forte population afrodescendante française, qui du coup a un lien, une connexion particulière à ces cultures musicales, à ces histoires musicales-là que sont les musiques électroniques. Et dans ce contexte diasporique, là, ça serait peut-être bien qu'on parle des diggers blancs, et comment, dans cet espace diasporique-là, les diggers blancs peuvent voyager dans le sud global ou dans la diaspora africaine pour aller dénicher, entre guillemets, découvrir des musiques, pour ensuite les ramener en métropole ou en Occident comme des nouvelles musiques, alors qu'il y a déjà des populations qui sont directement liées culturellement à ces musiques-là, en fait. Et du coup, les musiques électroniques, c'est pas seulement une histoire d'origine, au pluriel, c'est une histoire de circulation dans la diaspora africaine, mais aussi dans d'autres espaces transnationaux, comme entre les États-Unis et l'Europe, par exemple. Mais pour rester dans le contexte parisien, je voulais aussi parler des années 2010, où des collectifs comme, vous vous rappelez sûrement, Berlin Paris, Alter Panam, Souk Machine, des collectifs parisiens largement blancs organisaient des événements de musique électronique en banlieue, avec une certaine filiation pour les imaginaires de free parties, de rave, de techno de Berlin, et donc avec un goût pour les espaces de hangar, de friches, espaces verts que du coup la banlieue offrait. Et j'ai montré dans un article, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, Banlieue de New Cool, que ces collectifs, en fait, alors qu'ils se pensaient en lien à une histoire des raves et des free parties, en fait, à un niveau local, ils travaillaient avec des promoteurs immobiliers qui les laissaient occuper des bâtiments abandonnés en banlieue de manière éphémère pendant quelques années. C'est le cas, par exemple, du 6B ou de la Halle Papin ou de la station, et qui, en fait, via cette activité culturelle en musique électronique, attirait un public de blancs parisiens plutôt branchés en banlieue et venait changer l'image de la banlieue qui, historiquement, est plutôt associée à une image négative en lien aux populations racisées françaises et même avec une connotation criminalisante, mais qui, du coup, en lien à ce public blanc qui écoutait des musiques électroniques en banlieue, il y a une nouvelle image de la banlieue qui est positive et qui a permis aux promoteurs immobiliers de revaloriser sur un plan du coup foncier ces espaces de banlieue. À travers cette activité en musique électronique, ces collectifs ont aidé à préparer la gentrification en banlieue, une gentrification à dimension raciale, puisqu'elle venait d'autant plus marginaliser les populations banlieusardes largement connectées aux anciennes colonies françaises. Du coup, en regardant les dynamiques contemporaines dans lesquelles les musiques électroniques sont ancrées aujourd'hui, ça nous pousse à remettre en question leur filiation à des histoires contestataires, à des histoires minoritaires, qui en fait apparaissent aujourd'hui comme largement mythifiées ou fétichisées. C'est le cas pour Paris, comme on vient de voir, mais c'est aussi le cas pour l'industrie de la musique qui se revendique des origines queer et noires de la house, par exemple, comme je disais au début. Mais du coup, avec ces réflexions, on peut se demander, en fait, en 2024, c'est quoi les musiques électroniques ? Est-ce qu'elles sont limitées à des contextes de cooptation ? Et est-ce qu'elles sont limitées à ceux qui s'en revendiquent ouvertement ? Et pour terminer, je veux rapidement parler d'un club de Los Angeles qui s'appelle Moustache, un club fondé par Nacho Nava, qui était actif de 2007 à 2019. Donc c'était un club queer, principalement noir et latino, qui se revendiquait pas ouvertement des musiques électroniques, mais qui forcément y était connecté, parce qu'il y avait des DJ, etc. Mais au même titre que le R&B, Janet Jackson, l'histoire queer, underground racisé de Los Angeles, ou l'histoire ballroom. Mais en fait, à Moustache, donc ce club de Los Angeles, on ne cherchait pas à se catégoriser ou à s'enfermer dans un discours, c'était avant tout un espace de création, où on allait pour se retrouver et écouter des DJ vraiment innovants, faire communauté. C'était pas, nous on vient de la house historiquement, c'était on est
communauté créative, on se retrouve à Moustache. Et quand on regarde en fait les artistes qui ont émergé de Moustache, il n'y a pas seulement des musiciens, il y a aussi des artistes contemporains comme par exemple Rafa Esparza, un artiste contemporain mexicain-américain, ou la marque de haute couture Nocesso et Ryan Huffington, un chorégraphe. Ils ont tous émergé du coup de Moustache. Mais quand on regarde les musiciens qui sont sortis de Moustache, c'est des artistes comme Total Freedom par exemple, ou Kelman Duran, Kelela, tout le label Fade to Mine. Et en fait, c'est des artistes qui, en tout cas pour moi, dans les 10 dernières années, ont beaucoup contribué à renouveler les musiques électroniques et le faire d'une manière, pas en figeant ou en réifiant le passé des musiques électroniques, mais en remobilisant ces influences à travers leur réinvention. Et ce qui peut-être, en fait, les rend plus proches des contextes d'origine des musiques électroniques qui étaient des contextes d'innovation, de création, et pas de catégorisation et d'enfermement. Quand Ron Hardy faisait des edits, il essayait pas de refaire du disco, il essayait de créer quelque chose de nouveau. Et pour finir, je veux juste passer 30 secondes de Ian Isaiah, qui était aussi connecté à Moustache, mais il est de Brooklyn, du coup il est connecté plutôt à la côte Est. En fait, si lui, il n'est pas catégorisé musique électronique, dans la manière dont il remobilise toutes ces influences dans le présent, en lien à une histoire afro-queer, ça le rend en fait beaucoup plus pertinent dans la manière dont il mobilise ces influences-là. Parmi ces influences, c'est par exemple Little Richard ou Rick James, donc c'est un peu un Little Richard de 2020 ou un Rick James de 2020. Ben merci pour tout ça, c'était super, super clair et maxi intéressant. Bon, il y a eu plein de sujets que tu as abordés, donc, sur lesquels on va rebondir, je pense, avec, peut-être après que vous ayez parlé de votre rapport, en tout cas, à cette question de la fétichisation, exotisation des musiques électroniques, en réaction aussi à ce qu'on a entendu. Enfin, moi, je pensais forcément déjà à cette question de votre nom dont tu as parlé en tout début de présentation. Et effectivement, c'est récent que vous passiez de Disco Macroute à Acidusa. Et vous l'avez expliqué d'une manière que j'ai trouvé assez intéressante. Et je me suis dit qu'il y avait sûrement plein d'histoires derrière à nous partager. Et du coup, peut-être commencer par là. Alors déjà, à la base, Disco Macroute, c'était plus une sorte de blague, kind of. Parce que, en fait, on est né en Algérie et pas en France. Et ça change tout. On a grandi là-bas, on est venu ici pour nos études. On a continué notre vie ici. Et donc, le projet Disco Macroute, il est apparu il y a 2 ans. En fait, on a commencé à apprendre à faire de la musique et en même temps, on a fait Disco Macroute. Et Disco Macroute, c'était plus l'énergie disco, mais pas forcément disco dans le sens le style. Et Macroute, parce que c'est un gâteau qu'on trouve en Algérie, dans toute la Méditerranée, et qui se partage comme nous, on aime partager notre musique. Au fur et à mesure du temps, en fait, forcément, quand tu t'appelles Disco Macroute, on te catégorise. Et dans de la disco, et on ne fait pas de disco, et dans les musiques arabes. Et pour le coup, étant algérien, c'est compliqué parce qu'on n'est pas arabe, on est africain. On nous voit comme des arabes, et on se vit comme des arabes, mais en fait, on n'est pas arabe. On a utilisé pas mal de musique arabe et on continue d'en utiliser des musiques algériennes et africaines. C'est juste que, en fait, on te fétichise forcément et on s'attend à quelque chose de toi. Et toi, tu es divers et multiple. Et en plus, surtout, en fait, les diasporas de 2e et 3e génération qui sont nées ici s'attendent encore plus à te voir comme une caricature de toi-même parce qu'eux-mêmes se vivent, en tous les cas, ceux qu'on a connus, qui viennent nous voir, se revendiquent comme une vision très réduite de ce qu'on peut attendre de l'Algérie en termes de musique. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays, c'est pas que du rail, et pourtant on aime bien ça, hein, c'est génial, il n'y a pas de souci. Surtout le rail actuel, il est hyper créatif, il est pour le coup très électronique, c'est des voix hyper saturées. Tu enlèves juste l'arabe derrière, en fait, c'est du arca ou safety trance, donc en termes de musique. Mais par contre, en fait, forcément, ça te rappelle à qui tu es. Et nous, comme on a grandi là-bas, on sait qu'il n'y a pas que ça. L'un des styles qu'on utilise le plus, c'est la musique gnawa, c'est une musique subsaharienne, beaucoup présente d'ailleurs au Mali aussi. Ou alors le blues touareg,
il y a plein de personnes qui sont entre le Niger, l'Algérie, le Mali, qui n'ont pas de frontières, qui utilisent ce genre de musique. Et pour le coup, c'est de la trance. Hein. Enfin, tu rajoutes juste des petits sons saturés derrière, c'est bon, t'es dans de la trance ou de l'eurodance. Donc, c'est à cause de tout ça qu'on a décidé de changer de nom pour essayer de sortir un peu de cette fétichisation imaginée et projetée sur nous. Parce que même nous, en fait, ça nous a poussé à nous auto-censurer. Pour compléter le discours que Ahlam vient de donner, en fait, au début de notre projet, je ne sais pas si c'était nous qui nous sommes fétichisés par nous-mêmes, parce qu'on adore le rail, comme elle l'a dit, et donc on en mettait dans nos sets en soirée, ou bien c'était le regard des personnes qui venaient nous voir et ils s'attendaient à ce qu'on mette du rail, et donc on a continué à mettre du rail, et ça nous a comme donné une étiquette de DJ électro-rail, et la fétichisation a continué, pas seulement de la part de l'audience, mais aussi des organisateurs de soirées. Et donc, on est tombé on nous programme que dans des line-up où il y a des DJ arabes ou maghrébins ou des line-up de rail. Et après, il y a eu cette idée de vouloir sortir de ça. Et malheureusement, on s'auto-censure sur certaines musiques qu'on ne veut plus utiliser. Et on veut plus de subtilité dans notre projet musical pour ne plus être ce qu'on veut de nous. On veut juste être qui on est. Comme elle a dit, on a des identités multiples et complexes. On a grandi en Algérie jusqu'à nos 19-20 ans. Moi, j'ai habité à Berlin, j'ai habité en France. Donc, il y a toute cette multitude de cultures qui a influencé ma culture musicale. Et je ne veux pas juste être écoutée pour le rail que je passe. Voilà. En fait, par rapport à ça, d'ailleurs, il y a peut-être une chanson qu'on peut faire passer. Effectivement, notre combat, on va dire, c'est de montrer que nous, aujourd'hui, déjà, on l'a fait, enfin, nous collectivement, personnes racisées dans ce monde, ça fait depuis plus d'une centaine d'années qu'on fait des musiques hyper complexes dont on s'est inspiré. Je vais dire, Francis Bébé, c'était pas hier, hein, c'était il y a 30 ans. Cette créativité dans la musique électronique, moi, je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Et effectivement, le regard, il est tellement porté sur la musique électronique blanche, on va dire, à cause du capital, qu'on oublie qu'on est tout aussi capable dans nos pays de faire ce genre de choses. Et au contraire, c'est plus vrai. C'est plus... Ça se voit que genre, it's deeper, parce que on peut mettre par exemple V7 de Aïcha. C'est une artiste d'origine indienne qui est basée à Brooklyn. Et je trouve que sa façon d'utiliser les sonorités indiennes, elle est tellement créative. Et en même temps, ça se voit que vraiment, it's her, tu vois. C'est pas surjoué. L'instrument principal, c'est une tabla, c'est une percussion typiquement indienne et pakistanaise, enfin qu'on trouve. C'est hyper intéressant. Écoutez ça juste tout seul parce que c'est des rythmiques incroyables. Voilà. Trop bien. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première, c'est un point commun entre vos deux propos, qui était cette idée qu'il y a une partie de la scène qui va en fait fétichiser l'histoire des musiques électroniques ou l'histoire personnelle de, par exemple, votre projet artistique,
parce que ce récit, au début je voulais te demander, Samuel, qu'est-ce que ça leur apporte en fait? Et tu as un peu répondu en disant, par exemple, pour ce qui est économiquement, se revendiquer des cultures underground ou se revendiquer, par exemple, en disant sur le line-up Disco Macroute, c'est du électro-rail. En fait, ils vont seulement vouloir absorber une partie de votre travail ou de l'image de votre travail pour vendre des tickets ou pour des clubs d'avoir cette histoire prétendument underground. Mais quand même, je vais quand même reposer la question, même si j'ai entendu ce lien entre les deux. Pourquoi cette partie de la scène, qu'on peut quand même qualifier de globalement capitaliste et globalement blanche, a besoin de cette histoire un peu authentique pour vendre, qu'est-ce que ça leur apporte en fait, d'aller chercher ces histoires underground? Je pense que avec les histoires, les récits underground, c'est lié à une authenticité. Et l'authenticité, tout le monde veut de l'authenticité en fait. Personne veut écouter quelque chose qui n'est pas authentique. Et l'industrie de la musique, c'est une industrie qui vend de la musique, mais son travail, c'est pas seulement de vendre de la musique ou de faire des streams, c'est de créer des discours et de faire en sorte que ces discours donnent envie aux gens d'écouter et d'être intéressés par ces musiques-là, de s'impliquer dans ces musiques-là. Pour la house, en tout cas, ce récit qui fétichise les origines noires et queer, c'est un récit authentique, du coup. Mais encore une fois, qui arrive dans le moment particulier 2020, du coup, à peu près 2020, avec... aux États-Unis, c'est aussi plus large, c'est un peu l'âge de la diversité, où c'est pas seulement l'industrie de la musique, mais l'université, c'est pareil, ou différentes compagnies, où il y a un besoin de montrer qu'on est progressiste pour les compagnies, leur marque, quoi. Et du coup, il y a un besoin de montrer qu'ils ont des employés racisés ou de différentes minorités. Je sais pas si c'est trop encore ça en France, mais... mais du coup, ouais, aux États-Unis, c'est quand même beaucoup ça. Mais comme je disais, c'est très rhétorique. Et pour la musique, ce qui est intéressant avec les musiques noires en particulier, ça fait ça avec le hip-hop, les musiques électroniques, le jazz, c'est qu'il y a environ 20 ou 30 ans de retard où il y a vraiment un intérêt et un investissement pour ces musiques-là. Les contextes sociaux dans lesquels ces musiques émergent, donc liées aux expériences racisées et queer, c'est 30 ans plus tard qu'elles deviennent institutionnalisées et qu'elles deviennent mainstreamisées, quand en fait ces contextes-là, ils n'existent plus, quand la plupart des pionniers sont morts en fait déjà. Ouais, donc c'est pas du retard par hasard. C'est quand ces musiques sont presque déjà aseptisées en fait, qu'elles deviennent récupérables par l'industrie et par aussi un public blanc pour lequel ces musiques-là, elles sont aseptisées, elles sont plus faciles à aimer en fait. Parce que Frankie Knuckles ou Ron Hardy, ils sont morts, du coup c'est un peu romantique aussi. C'est ça, c'est qu'en fait quand les contextes sociaux et peut-être un peu qui vont avec la création de ces musiques-là sont moins chauds, que ça devient plus facile à récupérer. Je pense, tu parlais du hip-hop, tu vois, mais je pense que le hip-hop ça est aussi quelque chose de comparable à ça, dans cette trajectoire, au moment où ça fait moins peur en fait, tu vois, typiquement ça peut devenir mainstream. Et je me demandais... également d'un point de vue, mais ça je sais pas si vous aurez la réponse, du public, parce que donc là on parle beaucoup de l'industrie et donc des organisatrices, mais le public, je reviens à, tu disais Paris 2020 et vous aussi votre arrivée en France, donc ça signifie, si on suit ton raisonnement, ça signifie qu'en fait dans les années 2020 à Paris en France, il y avait cette possibilité d'avoir un attrait pour à la fois les musiques arabes, les musiques d'Afrique du Nord, les musiques d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est que la scène était prête, la scène mainstream était prête pour ingurgiter ces musiques-là. Est-ce que vous l'avez senti comme ça, vous, quand vous êtes arrivé en France, quand vous avez commencé en tout cas à faire de la musique, qu'il y avait un attrait pour votre projet supposé, qui était Disco Macroute, de par l'histoire française actuelle en fait? En fait, il y a deux choses par rapport aux musiques arabes particulièrement, le contexte actuel. Ça fait depuis maintenant 10 ans que le Qatar, Dubaï et l'Arabie Saoudite investissent beaucoup dans leur soft power. Et ça a aidé. Par exemple, la Coupe du Monde au Qatar, ça a beaucoup aidé à montrer que c'était possible d'être arabe et cool. Le fait que Coachella invite des artistes palestiniens, ça montre que c'est possible d'être arabe et cool. Et 9/11 qui a détruit en fait cet élan, parce qu'en vrai, ça fait depuis maintenant plus de 50 ans que le Liban, l'Égypte investissent beaucoup dans la musique. En fait, c'est venu couper cet élan. Et c'est ça aussi qui a fait que le rail
longtemps en France, ça a été un truc limite mainstream dans les années 90. Encore une fois, il y a eu 9/11, ça a fait boum. Et on voit maintenant souvent les Arabes comme des terroristes. Donc il y a ça qui a aidé en fait maintenant que être arabe c'est cool, et ben en fait on est en capacité de effectivement exotiser et se dire que finalement ça va ramener du monde. Et il y a aussi le fait que les diasporas maintenant, peu importe leurs origines, sont en train de se dire ben j'ai le droit d'exister. Elles revendiquent ce qu'elles sont, et aussi elles ont plus de capital. Parce que, in fine, ça revient à ça, c'est qui a l'argent. Qui achète les places. Ouais. Et ils se sont dit, ah, mais en fait, il y a une target que jusqu'à présent, on l'a laissée de côté, peut-être qu'on pourrait l'utiliser. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, Coachella, je pense pas qu'ils ont invité des artistes arabes parce que ça leur fait plaisir, parce que ça vend, en fait. Ouais, c'est intéressant de se dire pourquoi Coachella, pourquoi les festivals, ils ont cette envie-là, pourquoi le public aussi va aller consommer des choses parce que c'est authentique, donc en fait ils ont l'impression de partager une expérience. La club culture, elle s'est beaucoup fondée là-dessus, sur l'idée qu'il y avait une expérience un peu de libération, d'émancipation dans les clubs, et que du coup plein de gens vont acheter cette supposée expérience grâce à l'histoire des musiques électroniques que tu as un peu expliqué. Et il y a un troisième point, c'est aussi les artistes, et je trouvais ça assez intéressant quand vous parliez de votre autocensure, ou en tout cas de votre auto-assignation à un moment, parce que dans ma perspective, c'est pas vous qui vous êtes imposé ça, c'est peut-être que l'arrivée sur une scène française vous a un moment, vous vous êtes dit ok, on m'attend, comme tu disais, tu vois, on m'attend là-dessus, et donc on se pose toujours la question en tant que DJ, j'imagine, de qu'est-ce que les gens veulent de moi aussi, c'est pas seulement votre projet. Et comment on se détache de cette auto-assignation à une certaine musicalité, à certaines sonorités, et comment ça se passe pour vous depuis que vous avez changé de nom? Est-ce que vous sentez une différence? Je pense que ce qui était bien avec notre projet, c'est qu'on a eu la liberté de pouvoir dire stop au premier projet et de créer quelque chose qui vient certes en continuité à ce qu'on faisait, mais il y a aussi une sorte de renouveau, que ce soit dans les styles qu'on joue, que ce soit dans la DA qu'on suit maintenant. Et je pense que c'est important d'avoir cette liberté-là, même si, comme on disait, on s'auto-censure, mais on reste quand même dans cette subtilité des sonorités, qu'elles soient africaines ou méditerranéennes, sans pour autant aller le revendiquer à travers un nom. C'est drôle, mais ça nous a ouvert beaucoup de line-up qui ne sont pas du tout arabes ou de rail, tu vois. Maintenant, on est programmé plus sur des line-up où il y a des DJ blancs et blanches que dans les line-up comme avant avec le nom précédent. Rappelle-moi ta question. Je me disais comment vous vous êtes détaché de cette assignation, parce que quand vous avez commencé en 2022, c'est ça, vous vous êtes vite rendu compte qu'il y avait aussi, on vous attendait pour que les organisatrices ou organisateurs vous attendaient pour quelque chose. Comment à un moment on dit stop, en fait, j'ai plus du tout envie de leur donner ce qu'ils veulent entendre. En vrai, c'est dur, hein. Même jusqu'à présent, en fait, on essaye, qu'on le veuille ou non, de faire plaisir au public, on va dire. Mais je pense que ce qui aide, c'est de voir qu'il y a des artistes qui sont en capacité de véhiculer un message, de véhiculer leur culture, mais sans être dans un stéréotype. Et je trouve que le combat, il est aussi féministe pour le coup, en tous les cas pour nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a utilisé le mot Médusa, qui est un symbole féministe. Et même dans notre approche, on essaye quand même de faire attention à mettre plus en avant les femmes, que ce soit les personnes qu'on va inviter ou les musiques qu'on va faire passer dans nos sets. Parce que je trouve que la représentation et la fétichisation du corps de la femme, quand elle est racisée, il est encore plus dur. Et donner l'espace aux personnes d'être qui elles veulent, ça aide toi aussi quand tu vois une personne, on va dire, qui te ressemble, avoir plus de liberté, et ben en fait, ça te libère toi-même.
merci. Je pensais à un autre parallèle après on va ouvrir les questions au public parce que je suis sûre que vous avez plein de questions super. C'était ce que tu disais Samuel, qu'en fait il y a deux dynamiques. Il y a la dynamique donc des clubs et des scènes mainstream qui va être de essentialiser l'histoire ou l'actualité d'artistes pour vendre des tickets et pour se revendiquer de cette histoire authentique. Et il y a celle des artistes en fait de la scène, dont la vidéo dont tu parlais à la fin, des créatrices qui ont émergé dans le dernier club dont tu parlais, Moustache. En fait, de créer, d'avancer, de continuer à être artiste et à forcément s'inspirer de leur héritage, mais sans aller essentialiser leur histoire ou l'histoire des gens qui les ont précédés. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en créant Assidu ça aussi, vous êtes dans cette deuxième partie, c'est-à-dire, en fait, oui, on est issu d'un héritage, et oui, on a des trajectoires et on a vécu dans des endroits différents, mais en fait, on va créer, on n'est pas là pour aller ni essentialiser, ni effacer l'histoire musicale avec laquelle on arrive, quoi. Et comment... Déjà Samuel, toi tu es dans ces cercles-là à Los Angeles de gens qui vont créer l'actualité de la culture club aujourd'hui aux États-Unis. Et pour toi c'est les mêmes mécaniques et c'est les mêmes, c'est semblable à ce que tu vois dans l'histoire des musiques électroniques. Est-ce que la culture club est toujours vivante aux États-Unis comme dans notre imaginaire collectif? Ça me fait penser à, par exemple, un des artistes, Kelman Duran de Moustache. Parce que dans les musiques électroniques, il y a aussi une fétichisation des outils de production, genre pour la house ou la techno, la TR-808 ou la 303, 909, etc. Comme si, en fait, pour faire de la vraie house ou de la vraie musique électronique, on avait besoin de ces machines analogues-là. Mais en fait, quelqu'un comme Kelman, il s'en préoccupe vraiment pas, en fait. Même quand il mixe même pas avec les CDJ, il mixe avec Ableton, avec son ordinateur. Il respecte pas ce que la musique électronique est censée être. Il fait ce qu'il a envie de faire avec les outils qu'il a envie d'utiliser. Et pour la culture club, du coup, les scènes plus indépendantes, donc comme Moustache à Los Angeles, il y a des clubs qui existent. Donc Moustache n'existe plus, mais il y a un club à Los Angeles qui est un peu similaire, qui a un peu pris la relève, qui s'appelle Hood Rave. Un club aussi, donc indépendant, racisé, principalement noir, queer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils sont indépendants et ils ont une politique tarifaire aussi qui est intéressante. Il y a un prix de base, je crois c'est $10 normal. Après, si tu es en besoin, tu peux payer moins ou même rentrer gratuit. Et si tu es blanc, par contre, tu dois payer le double. Tu payes $20. Et c'est peut-être choquant en France, mais en tout cas, à Los Angeles, c'est pas si choquant que ça. Et surtout dans cette scène-là, parce que c'est une scène qui est très racisée, très noire, et qui du coup, ouvertement, explicitement, dans ce contexte depuis 2020, c'est très bien comment l'histoire de musique électronique est fétichisée. Et du coup, en fait, c'est une manière de, non seulement pour gagner 10 balles de plus sur un ticket, mais aussi pour dire, c'est notre espace, en fait. Et si tu vas rentrer ici, tu vas respecter et tu vas aussi... participer à cette... à la réhabilitation. Tu peux participer, mais tu vas pas l'approprier, en fait. Tu vas pas pouvoir te le... C'est marrant parce que hier soir, j'ai vu un post de La Créole. Je sais pas si tu connais cette Vincent, soirée, c'est un pote à moi. Ouais, voilà, à Paris, que vous connaissez certainement, qui, et je trouvais ça assez bold pour Paris, rappelait, mais de manière assez douce, mais rappelait à tous et toutes son public. On vous rappelle que La Créole est un espace qui a été créé pour certaines personnes qui sont minorisées, de race, de classe, de genre. Et
on vous demande de penser à ça quand vous allez venir et de laisser place en fait à ces personnes-là, à la fois dans la salle parce que c'est souvent complet, donc en fait il y a aussi qui est dans la salle, et à la fois sur le dance floor parce que c'est un espace pour nous et c'est des gens qui n'ont pas d'espace forcément toujours ailleurs. Et du coup je me suis dit ok, tu vois, c'est quand même un truc qui arrive en France et qui peut se dire, qui peut être entendu par le public de la créole, j'espère. Je sais pas comment ça s'est passé, mais voilà, je trouvais ça assez bol de leur part de dire ça. Est-ce que vous voulez réagir à ça, les filles ? Oui, moi je pense que la sensibilité avec le sujet d'appropriation culturelle en musique, c'est le fait que la musique circule et donc elle peut être empruntée par d'autres cultures. Et le piège est que les autres cultures, elles ont plus de capital et donc, comme tu disais, elles pouvaient institutionnaliser toutes les musiques qui ont été créées et produites par les communautés marginalisées dans des contextes sociaux très très durs. Donc on a effacé tout l'historique qu'il y avait derrière, c'est devenu du mainstream. Et aujourd'hui, ces mêmes communautés marginalisées essayent de recréer et d'innover. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que est-ce qu'on n'est pas en train de retomber aussi dans ce processus de blanchisation des créativités des communautés marginalisées ? Et comment se protéger de ça, en fait ? Bonne question. Bonne question. Moi, de mon point de vue, il y a aussi le changement des personnes au pouvoir qui prend beaucoup plus de temps que la créativité, que l'évolution. Enfin, forcément, moi, en tant que programmatrice, j'ai ce regard-là où je me dis, si à partir du moment où je peux programmer, je vais faire attention à ce que ce soit pas des personnes blanches qui font de la musique qui a été appropriée, récupérée et washée, qui viennent sur scène et qui ont l'argent, parce que c'est quand même tout ça une question d'argent et de circulation du capital. Et du coup, c'est ce que j'espère qui arrive de plus en plus, c'est que sur les scènes, dans les labels, dans les endroits où en fait on peut soutenir les créatrices, il y ait cette conscience de ce rapport de domination.